Vous pensez connaître les empereurs romains, le puissant Auguste, le rusé Tibère, le stoïque Marc Aurèle. Leurs noms résonnent dans l'histoire comme ceux de bâtisseurs d'empires, de stratèges de génie ou de sages philosophes. Mais il y a les autres, les noms chuchotés à voix basse, des figures dont les règnes ont plongé Rome dans un abîme de chaos, de paranoïa et de dépravation inimaginable. Et peut-être aucun nom n'évoque plus de frissons, plus de répulsion viscérale, que celui de Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, mieux connu dans l'histoire simplement sous le nom de Caligula. Son règne de 4 ans, de 37 à 41 après Justice, ne fut pas seulement marqué par la tyrannie et l'excentricité. Ce fut une descente dans un cauchemar où les limites de la décence humaine, de la moralité et de la santé mentale ne furent pas seulement franchies, mais oblitérées avec une joie sadique. Caligula hérita d'un vaste empire, en apparence stable, du vieux et méfiant Tibère. Initialement, il fut salué comme une bouffée d'air frais, un jeune leader dynamique qui ramènerait l'âge d'or. Mais cette période de grâce fut terriblement courte. Une grave maladie au début de son règne est souvent citée comme un tournant, après lequel il sembla se défaire de toute apparence de retenue, de décence ou même d'empathie humaine fondamentale. Ses actions devinrent de plus en plus erratiques, cruelles et profondément troublantes, surtout en ce qui concernait sa vie personnelle et la manipulation du pouvoir par les moyens les plus intimes et dégradants imaginables. La cour romaine, autrefois un lieu d'intrigue sophistiquée, se transforma en un théâtre du grotesque, où les sénateurs tremblaient non seulement pour leur vie, mais pour leur honneur même et l'intégrité de leur famille. L'histoire se souvient de Caligula pour son extravagance financière, sa divinité autoproclamée, ses campagnes militaires bizarres et ses purges impitoyables de l'élite romaine. Mais sous ces outrages plus fréquemment cités se cachait un aspect plus sombre, plus insidieux de sa tyrannie, ses pratiques sexuelles. Celles-ci n'étaient pas de simples vices personnels cachés derrière les murs du palais, elles étaient des instruments de contrôle, des démonstrations publiques de pouvoir absolu et des actes délibérés de guerre psychologique conçus pour humilier, dominer et dégrader quiconque se mettait sur son chemin, ou, plus souvent, quiconque attirait simplement son attention tordue. Elles étaient brutales, effrontées et totalement sans précédent par leur ampleur et leur caractère public. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les recoins les plus sombres du règne de Caligula, en nous concentrant sur 5 de ses pratiques sexuelles les plus brutales et les plus choquantes. Ces actes illustrent non seulement la profonde détérioration mentale de l'homme, mais aussi la terrifiante vulnérabilité d'une société sous la coupe d'un autocrate sans contrôle. Nous explorerons comment ces perversions étaient entremêlées à son programme politique, comment elles ont impacté la vie des citoyens les plus éminents de Rome et comment elles ont finalement contribué à sa chute. Soyez avertis, les détails sont troublants, mais ils sont essentiels pour comprendre la véritable horreur d'un souverain qui a manié le sexe comme une arme, réduisant les êtres humains à de simples jouets dans ces jeux monstrueux. Préparez-vous à un voyage dans le nadir absolu de la dépravation impériale romaine. L'ascension de Caligula au trône impérial fut initialement accueillie avec un soulagement généralisé et même de la jubilation. Après le règne sombre, paranoïaque et souvent cruel de Tibère, qui s'était retiré à Capri, Rome aspirait à un leader jeune, ouvert et bienveillant. Caius, tel qu'il était connu avant adopter le surnom de Caligula, était le fils de Germanicus, un héros militaire bien-aimé, et d'Agrippine l'Ancienne, une petite fille d'Auguste. Sa lignée seule lui conféra une immense popularité, une promesse de retour à la lignée julio-claudienne révérée après le moins populaire Tibère. Pendant les premiers mois, il fut à la hauteur de cet espoir, pardonnant les prisonnières politiques, réduisant les impôts et organisant des jeux somptueux qui réjouissaient la population. L'immense bonne volonté qu'il s'attira créa une base de confiance qui allait bientôt être violemment brisée, rendant sa descente subséquente dans la tyrannie encore plus choquante. Cependant,
Sous ce vernis de bienfaisance, des signes d'une psyché profondément troublée commencèrent à émerger. Les historiens anciens comme Suétone et Dion Cassius, bien que souvent enclins au sensationnalisme, brossent un tableau cohérent d'un homme de plus en plus consumé par la mégalomanie, la paranoïa et un désir insatiable de contrôle absolu. Il ne fallut pas longtemps avant que Caligula ne commence à se considérer non plus seulement comme empereur, mais comme un dieu vivant, exigeant adoration et culte. Cette autodéification, bien que n'étant pas totalement sans précédent pour les empereurs romains après leur mort, était choquante par son effronterie et l'insistance de l'empereur à l'appliquer de son vivant. Cette croyance en son propre statut divin devint un moteur essentiel de ses actions, le libérant des contraintes morales qui liaient les mortels ordinaires et même les empereurs précédents. Cette nouvelle licence divine s'étendit profondément à ses relations personnelles et à sa conduite sexuelle, qui devinrent de manière troublante publiques et de plus en plus entremêlées à son exercice du pouvoir. La société romaine, bien que certainement pas puritaine, conservait néanmoins de fortes valeurs traditionnelles concernant la famille, le mariage et la décence publique, surtout au sein de la classe sénatoriale. Ce sont ces mêmes normes que Caligula sembla y déterminer à démanteler, souvent par des actes conçus pour choquer, humilier et terroriser l'élite romaine. Il se délectait de transgresser toutes les limites sociétales, utilisant sa position pour satisfaire des désirs qui n'étaient pas seulement illicites, mais délibérément provocateurs, conçus pour démontrer qu'aucune personne ou institution n'était au-delà de sa volonté arbitraire. L'une des manifestations les plus immédiates et les plus troublantes de cet effondrement moral fut les relations notoires de Caligula avec ses propres sœurs. Si les liaisons sexuelles occasionnelles et même l'inceste au sein des lignées royales ou divines étaient connus dans d'autres cultures antiques, particulièrement au Proche-Orient, elles étaient anathèmes à la moralité romaine. Pour un empereur, non seulement s'engager dans de tels actes, mais le faire ouvertement, était une violation profonde et choquante du décorum public et de la coutume religieuse. Ses sœurs, Agrippine la jeune, Drusilla et Livilla, n'étaient pas de simples sujets de son affection. Elles devinrent des extensions de sa volonté impériale, leur corps et leur statut manipulés pour servir ses désirs tordus et ses machinations politiques. Ce n'était pas une affaire de famille privée, cela devint un spectacle public, forçant l'élite romaine à affronter une réalité nouvelle et terrifiante où les perversions personnelles de l'empereur étaient étalées ouvertement comme une démonstration de son autorité absolue et inattaquable. Le concept même de la famille romaine, le fondement de leur société, était systématiquement profané par l'homme même qui avait juré de la protéger. Ce fut un signal précoce et indubitable que le règne de Caligula serait défini non seulement par la répression politique, mais par une volonté glaçante de démolir toutes les normes établies, en commençant par les liens de parenté les plus intimes. Effronterie choquante de ces actes prépara le terrain pour les dégradations sexuelles encore plus brutales et répandues qui allaient suivre, mettant à nu la véritable étendue de sa dépravation. Les relations incestueuses que Caligula cultivait avec ses sœurs furent peut-être les indicateurs les plus précoces et les plus choquants de son profond effondrement psychologique et de son mépris pour les valeurs romaines traditionnelles. Si la dynastie julio-claudienne avait une histoire de mariages intrafamiliaux étroits pour consolider le pouvoir, l'inceste pur et simple était un tabou de l'ordre le plus élevé, un acte considéré comme abominable et sacrilège. Pourtant, Caligula non seulement s'y livrait, mais s'en vantait, transformant ce qui aurait dû être une honte cachée en une démonstration publique de son autorité inattaquable. Sa relation avec Drusilla, en particulier, fut la plus flagrante et la mieux documentée, devenant le scandale central de son règne précoce et un symbole de sa tyrannie croissante. Drusilla n'était pas seulement sa sœur, elle était, dit-on, sa favorite, et leur lien aurait été d'une intensité alarmante, avant même qu'il ne devienne empereur. Une fois sur le trône,
Ce lien dégénéra en une liaison ouverte et scandaleuse. Selon les sources antiques, Caligula traita Drusilla comme si elle était son épouse légitime, allant même jusqu'à l'embrasser publiquement et à la couvrir d'honneurs généralement réservés à une impératrice. Il apparaissait fréquemment dans public avec elle, la main dans la main, un geste d'intimité qui aurait été profondément choquant et offensant pour les sensibilités romaines, surtout entre frères et sœurs. Ce n'était pas une affaire clandestine. C'était une déclaration publique délibérée, un défi direct au fondement même de la moralité et du droit romain. La profondeur de son obsession pour Drusilla fut encore attestée par des actes extraordinaires. Quand elle tomba malade, Caligula l'aurait désignée comme son unique héritière, un geste entièrement sans précédent qui soulignait la nature illicite de leur relation. Par un testament favorissant une sœur célibataire de manière aussi disproportionnée aurait été remise en question. À sa mort en 38 après Jesse, à peine un an après le début de son règne, Caligula fut inconsolable, déclarant une période de deuil public appliquée avec une sévérité draconienne. Toutes les festivités publiques furent interdites, et quiconque était vu riant ou se livrant au plaisir risquait de graves sanctions, y compris l'exécution. Il la déifia même, ordonnant son culte en tant que diva Drusilla Panthea, la déesse tout, un honneur divin habituellement réservé aux empereurs et à leurs épouses décédées uniquement après leur trépas. Cet acte éleva leur union incestueuse à un statut sacré, presque divin, brouillant davantage les frontières entre la transgression mortelle et la prérogative impériale. Ses relations avec ses autres sœurs, Agrippine la jeune et Livilla, étaient également, selon les récits, de nature sexuelle, bien que peut-être moins ouvertement obsessionnelles qu'avec Drusilla. Ces liaisons, elles aussi, n'étaient pas de simples affaires privées, mais furent utilisées comme outils de manipulation et de contrôle. Caligula les aurait prises comme maîtresses quand il le désirait, les traitant comme des propriétés plutôt que comme des individus. Cela réduisit sa propre famille, ceux qui lui étaient le plus proches par le sang, à de simples instruments de son plaisir et de son pouvoir. Cela démontrait son mépris total pour les normes sociales, les liens familiaux, et même le caractère sacré des liens du sang, prouvant qu'il se considérait au-dessus de toutes les lois, humaines ou divines. L'impact de ces actes incestueux sur l'élite romaine fut profond. Les sénateurs et les familles nobles, qui se targuaient de leur rectitude morale et de leur adhésion aux vertus romaines traditionnelles, furent horrifiés, mais impuissants à intervenir. L'étalage public de l'inceste par l'empereur créa une atmosphère de peur et de décadence morale, signalant que la famille de personne, l'honneur de personne, n'était à l'abri des caprices arbitraires de l'empereur. Cela établit un précédent pour de nouvelles dégradations, montrant que Caligula était prêt à franchir n'importe quelle limite, aussi sacrée soit-elle, et que l'État romain, par l'intermédiaire de son empereur, était capable d'approuver et même de célébrer les actes les plus dépravés. Cet effondrement glaçant des normes sociétales par la transgression sexuelle prépara le terrain pour des abus de pouvoir encore plus brutaux et généralisés, préparant Rome aux horreurs à venir sous son règne. Après ces odieuses démonstrations d'inceste, Caligula fit passer sa dépravation sexuelle à un nouveau niveau terrifiant, la prostitution forcée et systématique de femmes nobles et d'épouses de sénateurs. Il ne s'agissait pas seulement de gratification sexuelle, c'était un instrument de pouvoir calculé et brutal, conçu pour humilier, ruiner financièrement et soumettre entièrement l'élite romaine. En transformant les femmes les plus respectées de Rome en prostituées ordinaires, Caligula priva leur famille d'honneur, démontra son contrôle absolu sur chaque aspect de la société romaine et, simultanément, renfloua son trésor impérial de plus en plus épuisé. C'était une pratique qui brouillait les frontières entre le palais impérial et un bordel, transformant le cœur de l'État romain en un repère de vices forcés. Les mécanismes de cette pratique abominable étaient aussi audacieux que cruels. Caligula aurait ouvert un lupanar sueuse au sein même du palais impérial. Les femmes qui travaillaient dans cet établissement n'étaient pas des esclaves ou des courtisanes ordinaires.
C'étaient les filles et les épouses des citoyens les plus distingués de Rome, sénateurs, chevaliers et hauts fonctionnaires. Ces femmes auraient été convoquées au palais sous divers prétextes, souvent pour ce qu'elles croyaient être des réceptions officielles ou des audiences impériales. Une fois là, elles se retrouvaient piégées dans un scénario cauchemardesque, forcées de défiler nues devant des clients potentiels, qui étaient ensuite autorisés à enchérir pour leurs services. L'humiliation était aggravée par le fait que ces clients étaient souvent des égaux sociaux des femmes, ou même des collègues de leurs maris. L'empereur lui-même aurait agi comme proxénète, exposant ouvertement les femmes et vantant leurs prétendues vertus pour attirer les clients. Les frais exigés pour leurs services étaient exorbitamment élevés, et les recettes affluaient directement dans les caisses impériales. Cette prostitution forcée servait un double objectif. Elle remplissait le trésor de l'empereur, qu'il vidait perpétuellement par ses dépenses extravagantes, et elle servait de forme perverse d'impôt sur l'aristocratie romaine. Les familles étaient non seulement forcées de subir la honte publique de la dégradation de leurs épouses et filles, mais elles étaient également exploitées financièrement par le processus même. L'impact psychologique sur ces femmes et leurs familles dut être dévastateur. Pour une femme noble romaine, sa vertu, sa pudicitia, était sa possession la plus précieuse, le fondement de la réputation et du statut social de sa famille. La voir ainsi dérobée, publiquement et coercitivement, était un acte de profonde violence spirituelle, laissant une tache indélébile sur leur honneur qui ne pourrait jamais être entièrement nettoyée. Les maris et les pères étaient rendus totalement impuissants, forcés d'assister à la soumission de leurs proches, à une dégradation inimaginable, sachant que toute protestation ou résistance entraînerait non seulement leur propre mort, mais peut-être aussi le tourment supplémentaire de leur famille. Cela créa une atmosphère de terreur et de complicité, où le silence devint la seule option de survie. Cette pratique incarnait le mépris total de Caligula pour le caractère sacré du mariage, de la famille et de la dignité personnelle. C'était une agression délibérée et systématique contre l'élite romaine, une manœuvre calculée pour briser leur esprit et affirmer sa domination absolue. En forçant ceux qui auraient dû être les membres les plus vertueux et respectés de la société à jouer le rôle de prostituées ordinaires, Caligula démontra que personne, quel que soit son statut ou sa réputation, n'était hors de sa portée ou à l'abri de ses caprices pervers. Le lupanar du palais devint un symbole glaçant d'une tyrannie si profonde qu'elle atteignait les aspects les plus intimes de la vie privée, transformant l'honneur personnel en une monnaie de honte et une arme de contrôle, préparant le terrain pour des manifestations encore plus bizarres et publiques de son règne dérangé. La dépravation sexuelle de Caligula ne se limitait pas à l'inceste ou à la prostitution forcée. Elle se manifestait sous les formes les plus publiques et grotesques imaginables, souvent par des orgies somptueuses et forcées et des spectacles d'humiliation qui brouillèrent les frontières entre l'indulgence privée et le théâtre politique. Ces événements étaient bien loin de la simple réjouissance. C'étaient des actes délibérés de guerre psychologique, conçus pour choquer, dégrader et affirmer le contrôle omnipotent de l'empereur sur les corps et les esprits de ses sujets. Le palais romain, sous Caligula, cessa d'être un centre de gouvernance et se transforma en une scène permanente pour son exhibitionnisme débridé et souvent cruel. Ces orgies, telles qu'elles sont souvent décrites, n'étaient pas de simples rassemblements de participants volontaires, c'étaient des affaires commanditées, auxquelles assistaient des sénateurs, leurs épouses et d'autres citoyens éminents qui n'avaient d'autre choix que de participer ou d'être témoins des perversions croissantes de l'empereur. Caligula présidait souvent à ces événements, affichant un plaisir pervers à mettre ses invités mal à l'aise, les forçant dans des situations compromettantes ou ridiculisant publiquement leur malaise. Il se délectait de créer un environnement où la moralité traditionnelle n'était pas seulement ignorée, mais activement méprisée, repoussant les limites de la décence pour briser la volonté de ceux qui s'accrochaient à leur vertu romaine.
La participation d'individus hautement respectés, contraints à de tels spectacles, servit à dégrader davantage l'élite romaine et à démontrer leur abjecte soumission. Un élément clé de ces démonstrations publiques était l'intégration de la cruauté et de l'humiliation. Caligula avait un penchant particulier pour la torture psychologique, et il l'intégrait habilement dans ses escapades sexuelles. Il commentait souvent les attributs physiques des invités de manière grossière et avilissante, faisant des remarques explicites sur leurs partenaires, ou forçant des couples à s'engager dans des actes sexuels pour son divertissement. Imaginez un sénateur, un homme de gravité et d'honneur, contraint de regarder sa femme être exhibée ou soumise au regard lubrique de l'empereur, tout en maintenant une façade d'indifférence polie de peur, de provoquer la colère mortelle de Caligula. L'angoisse mentale infligée par ces scénarios était immense, dépouillant la dignité et la remplaçant par un sentiment omniprésent d'impuissance. De plus, ces actes sexuels publics impliquaient parfois un élément d'abus physique ou la menace de celui-ci. Bien que les détails spécifiques de la violence pendant ces orgies soient quelque peu obscurcis par le sensationnalisme des textes anciens, l'atmosphère de peur omniprésente et le sadisme connu de l'empereur suggèrent que la conformité était assurée non seulement par la pression sociale, mais par la menace très réelle de punitions arbitraires, de torture ou d'exécution. La désapprobation ou la réticence pouvait entraîner des conséquences immédiates et brutales, transformant chaque invitation au palais en une convocation terrifiante à une épreuve potentiellement dégradante. Les invités n'étaient pas de simples témoins. Ils étaient des participants involontaires à une démonstration théâtrale de pouvoir omnipotent et de sadisme sexuel. Ces manifestations publiques de dépravation servirent à démoraliser l'ensemble de l'élite romaine, érodant leur estime de soi et les transformant en collaborateurs, même involontaires, du régime monstrueux de l'empereur. Elles exposaient le pouvoir brut et incontrôlé de Caligula, démontrant qu'aucun aspect de la vie, pas même le plus privé ou le plus sacré, n'était à l'abri de son contrôle. En forçant les sénateurs et leurs épouses à participer ou à observer de telles scènes grotesques, Caligula les transforma d'individus indépendants en sujets craintifs, entièrement dépendants de ses caprices pour leur sécurité et leur honneur. Cette dégradation systématique, mise en œuvre par la coercition sexuelle et l'humiliation publique, était une stratégie délibérée pour démanteler toute poche de résistance restante et pour solidifier son image de souverain tout-puissant et inattaquable, ouvrant la voie à des actes de terreur sexuelle encore plus troublants. Les perversions de Caligula ne concernaient pas seulement des actes sexuels. Elles portaient fondamentalement sur le pouvoir, le contrôle et la dégradation totale de ses victimes. Il employa magistralement l'humiliation sexuelle et la torture psychologique comme instrument pour briser la volonté des individus, en particulier ceux occupant des positions de pouvoir ou d'influence. Pour Caligula, les actes sexuels étaient souvent un moyen d'arriver à ses fins, une arme dans son arsenal de terreur conçu pour briser la dignité et l'estime de soi de quiconque osait le défier, ou simplement attirer son attention arbitraire et sadique. Cela allait bien au-delà de la simple maltraitance physique. Cela visait l'essence même de l'identité et de l'honneur d'une personne. Un aspect particulièrement brutal de cette pratique était sa tendance à forcer des individus, souvent des hommes de haut rang, à s'engager dans des actes profondément honteux ou efféminés selon les normes romaines. Par exemple, il se serait délecté de contraindre des sénateurs à le servir de manière sexuellement dégradante, leur exigeant parfois de jouer des rôles subalternes qui les privaient de leur fierté masculine et de leur autorité. Dans la société romaine, où la masculinité était étroitement liée au pouvoir, au contrôle et à l'image publique, être soumise à de tels actes était considéré comme un sort pire que la mort. Il ne s'agissait pas de l'acte lui-même, mais de l'émaculation publique, de la soumission forcée à la volonté perverse de l'empereur et de la marque indélébile de honte qu'elle laissait sur l'individu et sa famille. Caligula employait également la torture psychologique sexuelle en manipulant les relations de ses victimes et en humiliant publiquement leur vie intime. Il faisait des commentaires vulgaires sur les épouses devant leurs maris,
ou forçait les conjoints à avouer leurs habitudes sexuelles privées, ou même les contraignait à s'engager dans des actes qu'ils considéraient abominables, tout cela pour son divertissement et pour démontrer sa domination absolue. La peur de ce que Caligula pourrait exiger, ou de quels secrets il pourrait exposer ou fabriquer, pesait lourdement sur la cour romaine. Cette anxiété omniprésente était en soi une forme de torture, forçant les gens à vivre dans un état de terreur constant, ne sachant jamais quand il pourrait être choisi pour son prochain jeu pervers. Le sadisme de l'empereur se manifestait également par son prétendu plaisir à discuter des détails intimes de la vie sexuelle de ses victimes, fabriquant souvent des histoires ou exagérant des vérités, puis répandant ces rumeurs pour détruire leur réputation. Pour un Romain, une réputation ruinée était un coup catastrophique, menant souvent à l'ostracisme social et à la ruine politique. En tordant et en exposant la vie privée de ses cibles, Caligula assurait leur isolement complet et leur vulnérabilité. Cette technique était particulièrement insidieuse car elle prolongeait l'humiliation au-delà de l'acte immédiat, entachant la position sociale et les perspectives futures de la victime lontée. Après la rencontre elle-même. De plus, Caligula utilisait souvent la menace de violences sexuelles, non seulement contre les individus, mais contre leurs familles entières, pour assurer l'obéissance. Un sénateur qui lui déplaisait pouvait voir son épouse ou ses filles soudainement convoquées au palais dans un but non divulgué, créant un suspense et une peur angoissants. Cette militarisation du potentiel de violence sexuelle était une constante sous-jacente de son règne, un rappel glaçant que la sécurité ou l'honneur de personne n'était garanti. Cette stratégie brutale d'humiliation sexuelle et de torture psychologique fut incroyablement efficace pour briser l'esprit de l'élite romaine, les transformant en marionnettes serviles et terrifiées. Elle solidifia sa poigne tyrannique, prouvant qu'il pouvait non seulement contrôler leur corps, mais aussi leurs identités mêmes et leur sens de soi, une manifestation véritablement terrifiante d'un pouvoir impérial incontrôlé. Le nadir absolu de la dépravation sexuelle de Caligula impliquait des actes si extrêmes, si totalement non conventionnels, qu'ils ont continué de choquer et de repousser les historiens pendant des siècles. Ce n'étaient pas de simples transgressions des normes sociales, mais des plongées dans le véritablement bestial et le profondément bizarre, cimentant davantage sa réputation de souverain consumé par la folie. Si les récits historiques du monde antique peuvent parfois être exagérés à des fins dramatiques, la cohérence de ces rapports, à travers de multiples sources brosses, le portrait d'un homme qui n'a laissé aucune perversion inexplorée, aucune limite infranchie, dans sa quête incessante de gratification et de pouvoir. Ces derniers actes démontrent un détachement complet de la réalité et de l'empathie humaine, illustrant le point final horrifiant d'un pouvoir impérial incontrôlé. L'une des pratiques les plus fréquemment citées et profondément troublantes attribuées à Caligula était la zoophilie, spécifiquement ses relations sexuelles présumées avec des animaux. Bien que souvent utilisée comme une accusation hyperbolique contre les souverains dépravés dans l'Antiquité, dans le cas de Caligula, elle est mentionnée dans des contextes qui suggèrent qu'elle faisait partie de son schéma plus large de transgression délibérée. Bien que les détails soient rares, la simple allégation souligne la mesure dans laquelle il était perçu comme ayant abandonné toutes les formes de conduite humaine conventionnelles et embrassé les formes d'expression sexuelle les plus primitives et choquantes. Cette pratique, si elle est vraie, aurait été considérée comme un acte de sacrilège profond et une offense ultime à la dignité humaine, démontrant davantage sa conviction qu'il était au-dessus de toutes les lois naturelles. Au-delà de la zoophilie, Caligula était également notoire pour s'engager dans des actes sexuels considérés comme très inhabituels et publiquement grotesques, intégrant souvent des éléments de violence, de sadisme et de moquerie. Il aurait aimé forcer les gens à participer à des scénarios sexuels élaborés et dégradants, impliquant parfois la nudité publique, des positions inhabituelles ou la rupture délibérée de tabous devant un public. Ces actes étaient souvent associés à des abus psychologiques, où les victimes étaient ridiculisées, avilies et dépouillées de leur dignité de la manière la plus humiliante possible.
Le but n'était pas seulement le plaisir, mais l'émaculation publique et la dégradation des personnes impliquées, prouvant qu'il pouvait forcer n'importe qui à faire n'importe quoi pour son divertissement. De plus, ces actes sexuels s'étendaient souvent à la profanation posthume, affichant une fascination macabre pour la mort et le pouvoir même, sur les défunts. Bien que les sources soient moins explicites sur des actes strictement sexuels après la mort, son comportement général concernant les cadavres, comme l'ouverture rapportée de tombes et la perturbation de restes, laisse entrevoir une curiosité perverse qui pourrait facilement se traduire par des actes de profanation sexualisée. Son traitement des morts, comme son traitement des vivants, était caractérisé par un désir d'exercer un contrôle absolu et de violer toute limite sacrée, repoussant les limites de ce qui était considéré comme humainement acceptable. Ce profond irrespect pour les morts illustre davantage la profondeur de son détachement des normes morales. L'effet cumulatif de ces pratiques sexuelles de plus en plus extrêmes et non conventionnelles fut de démoraliser entièrement l'élite romaine et de terrifier la population. Caligula avait systématiquement démantelé chaque pilier de la société romaine, la famille, l'honneur, la décence publique et même l'ordre naturel. Son règne devint un cauchemar éveillé où personne n'était en sécurité et aucune forme de dégradation n'était interdite. Ces dernières pratiques, les plus brutales, soulignent la folie totale qui s'était emparée de l'empereur, le poussant à des actes qui défiaient toute compréhension. Elles révèlent un homme qui était devenu une incarnation vivante de la tyrannie sans retenue, où le pouvoir était utilisé non pas pour gouverner, mais pour la gratification sadique de ses désirs les plus pervers, conduisant finalement à une conspiration qui mettrait brutalement fin à son règne et stopperait définitivement ses terrifiants abus sexuels. Le règne de Caligula, bref mais horriblement impactant, demeure un témoignage frappant et glaçant des dangers du pouvoir absolu incontrôlé. Ce qui commença par une promesse initiale dégénéra rapidement en un cauchemar de tyrannie, de paranoïa et des formes les plus extrêmes de dépravation personnelle, une descente alimentée par sa mégalomanie croissante et une rupture apparente et complète avec la réalité. Les 5 pratiques sexuelles brutales que nous avons explorées aujourd'hui, ces relations incestueuses, la prostitution forcée de femmes nobles, les orgies publiques et cruelles, l'utilisation de l'humiliation et de la torture sexuelle comme outil de pouvoir, et ces dernières incursions les plus extrêmes dans la zoophilie et les actes grotesques, n'étaient pas de simples vices personnels. C'étaient des instruments de contrôle délibérés et calculés, maniés avec une précision sadique pour terroriser, dégrader et finalement soumettre l'élite et la population romaine. Ces actes dépouillaient les individus de leur honneur, de leur dignité et de leur humanité même. Ils brouillaient les frontières entre le sacré et le profane, transformant le palais impérial en une scène de spectacle grotesque de pouvoir et de perversion. Les sénateurs, autrefois fiers et influents, furent réduits à des marionnettes craintives, forcés de supporter la dégradation de leurs épouses et filles, ou de participer à leur propre émasculation, tout cela par crainte de provoquer la colère mortelle de l'empereur. Caligula se délectait de détruire les fondements mêmes de la moralité et de l'ordre social romain, démontrant qu'il était au-dessus de toutes les lois, humaines ou divines, et qu'aucune personne, aucune famille, aucune valeur traditionnelle n'était au-delà de sa volonté arbitraire et terrifiante. Les récits historiques, bien que parfois sensationnalistes, brossent un tableau cohérent du un souverain qui maniait le sexe comme une arme, l'utilisant pour briser l'esprit de ses sujets et affirmer un niveau de domination sans précédent. Ses actions étaient une agression constante et publique des sensibilités de son époque, conçue pour choquer et pour instiller un sentiment omniprésent de peur et d'impuissance. L'héritage de Caligula n'est pas seulement celui d'une mauvaise gestion politique ou d'une extravagance économique. C'est un rappel glaçant de la façon dont le pouvoir absolu, lorsqu'il est placé entre les mains d'un individu profondément perturbé, peut déformer non seulement les mécanismes de gouvernance, mais le tissu même de la société, menant à des profondeurs de cruauté et de perversion presque incompréhensibles. Finalement, ce fut cette brutalité incontrôlée et son mépris illimité pour la vie humaine
et la dignité qui menèrent à sa chute. L'élite romaine, poussée à bout par sa folie croissante et la menace constante pesant sur leurs vies et leur honneur, finit par conspirer contre lui. En 41 après GIC, après seulement 4 ans sur le trône, Caligula fut assassiné par des membres de sa propre garde prétorienne et des sénateurs mécontents, mettant une fin sanglante à un règne qui avait plongé Rome dans un abîme de terreur sexuelle et de décadence morale. Son histoire sert d'avertissement intemporel sur la nature corruptrice du pouvoir absolu et les conséquences catastrophiques lorsqu'un leader se croit au-dessus de toutes les lois, de la moralité et même de la décence humaine fondamentale. La dépravation de Caligula reste une tache sombre dans les annales de l'histoire, un point de référence horrifiant pour l'excès impérial et le sadisme incontrôlé.